J'imagine que dans cette salle, la plupart d'entre vous avaient un compte Facebook ou Twitter. Si c'est le cas, peut-être avez-vous vu circuler sur les réseaux ces dernières semaines cette image, l'image d'un pompier qui s'est fait agresser lors d'une intervention et qui a perdu un œil. Si ce n'est pas le cas, peut-être avez-vous vu circuler cette autre image, l'image d'un prêtre également agressé en début d'année à Avignon. Ou peut-être avez-vous entendu parler des 40 000 migrants qui dorment chaque soir à l'hôtel aux frais du contribuable français. Ou peut-être avez-vous entendu parler du financement de la campagne de certains candidats par l'Arabie Saoudite, ou encore du droit de vote nouvellement accordé à tous les prisonniers français. Alors ces informations, a priori, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et pourtant, elles partagent deux points communs. Le premier, c'est qu'elles sont toutes fausses. Le second, c'est qu'elles ont toutes été partagées des dizaines, voire des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux ces 2 derniers mois. La circulation des rumeurs, des fausses informations, des fake news, des théories du complot sur les réseaux sociaux a pris une telle ampleur ces dernières années qu'elle est devenue un véritable problème de société. Les médias en ont beaucoup parlé, notamment dans le cadre de la campagne du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, ou dans le cadre de la campagne électorale américaine à l'automne dernier, plus récemment dans le cadre de la campagne électorale française. Pourtant, les rumeurs ne sont pas vraiment un phénomène nouveau. On dit même des rumeurs qu'elles sont le plus vieux média du monde. Vous comme moi, lorsqu'on était au collège ou au lycée, je suis sûr que nous avons tous participé à la circulation de dizaines de rumeurs ou de légendes urbaines. Où est le problème alors? Le problème, c'est que ces rumeurs, ces fausses informations, sont devenues des concurrents directs des informations produites par les médias traditionnels. Les réseaux sociaux ont pris une place très importante dans le paysage médiatique ces dernières années, au point d'être devenus une des principales sources d'information en ligne, et même de devenir la principale source d'information pour les plus jeunes d'entre nous, dépassant même les moteurs de recherche. Alors, cette évolution qui paraît anodine comme ça ne l'est pas du tout. Lorsque vous utilisez un moteur de recherche pour trouver de l'information vient à vous selon une logique de popularité. Quand vous faites une requête sur Google, Google va isoler les sites qui abordent le sujet à propos duquel vous voulez être renseigné, et son algorithme, le PageRank, va regarder comment les sites se lient entre eux. Il va vous proposer en premier résultat le site qui aura reçu le plus de liens venant des autres sites. Google considère en fait que lorsque vous, en tant qu'internaute, vous proposez un lien d'un site vers un autre, en quelque sorte, vous votez pour lui. Donc Google se dit, l'information la plus importante est celle qui aura été jugée la plus pertinente par la communauté des internautes. Sur Facebook, la logique est très différente. Ce n'est pas un principe de popularité qui prévaut, mais un principe de proximité. L'information la plus visible sur votre fil d'actualité Facebook est celle de vos amis dont vous êtes le plus proche. Comment Facebook s'y prend-il pour évaluer cette proximité? Tout simplement en fonction de l'intensité de vos interactions. Plus vous likez, plus vous commentez, plus vous partagez les informations postées par un de vos contacts, et plus le EdgeRank, l'algorithme de Facebook, se dit que cette personne est importante pour vous, et donc que l'information qu'elle publie doit être portée à votre connaissance. Là encore, vous me direz, après tout, être informé d'abord des gens dont on est le plus proche plutôt que de ceux dont on est le plus éloigné, où est le problème? Le problème est que quand Facebook devient notre première source d'information politique, la machine se grippe un peu. Vous comme moi, nous avons tous dans nos contacts Facebook des gens dont nous ne partageons pas les convictions ou les centres d'intérêt. Nous avons tous ce vieil oncle un peu raciste qui poste sur le réseau le même type de blague qui plombe les repas de famille, ou cet ami d'enfance qui soudainement se découvre une fibre politique et se met à inonder le réseau d'informations issues d'un obscur micro-parti.
En tout cas, j'ai ce genre d'amis, je ne sais pas si vous c'est le cas, mais quand ces amis postent ce type d'informations, je ne like pas leurs posts, je ne les commente pas, je ne les partage pas. Facebook interprète cette absence d'interaction comme ceci, il se dit que cette personne, en fait, n'est pas importante pour moi, et que ce qu'elle dit ne m'importe pas. Les semaines passent, au fur et à mesure, ce que postent ces gens va commencer à disparaître de mon fil d'actualité, au point d'en disparaître totalement. Et vous voyez bien où est le problème derrière. Le problème, c'est que si nous n'utilisons que Facebook pour nous informer, à terme, nous n'allons être confrontés qu'à des informations qui nous confortent dans nos opinions. C'est cela qu'on a appelé l'enfermement idéologique sur les réseaux sociaux, les bulles idéologiques sur les réseaux sociaux, cette idée que lorsqu'on s'informe sur les réseaux sociaux, on ne voit que des informations qui nous confortent dans nos opinions, alors même pour que le débat public fonctionne correctement en démocratie, il est nécessaire que nous soyons confrontés à des arguments contradictoires. Cela dit, les bulles idéologiques n'ont pas été inventées par Facebook, loin de là. Dans notre vie de tous les jours, nous vivons tous dans des bulles idéologiques plus ou moins hermétiques. Il y a fort à parier que votre vote soit assez proche de celui de votre conjoint, ou que vous partagiez un certain nombre de convictions avec vos amis proches. De la même façon, les titres de presse que vous consommez en disent long sur vos orientations politiques. Où est le problème alors? Le problème, c'est qu'avec Facebook, l'enfermement idéologique, les bulles idéologiques sont devenues un véritable business. Pourquoi? Tout d'abord, de par le modèle économique de Facebook. Comment Facebook gagne de l'argent? Facebook gagne de l'argent en vous exposant, vous, utilisateurs, à de la publicité. À une autre époque, on aurait dit que Facebook vend du temps de cerveau disponible à des annonceurs. On ne dit plus ça. Pourtant, le principe est exactement le même. Plus vous passez de temps sur la plateforme, plus Facebook gagne de l'argent. Et comment Facebook vous fait passer du temps sur la plateforme? Tout simplement en vous proposant les contenus que vous aimez, qui sont ceux que vous avez aimés hier, ceux de vos contacts dont vous êtes les plus proches, dont vous partagez les convictions et dont vous partagez les centres d'intérêt. Mais la chose va plus loin encore. Avec Facebook, la production des rumeurs est entrée dans une nouvelle ère. Elle est entrée dans une économie du clic qui a engendré une véritable industrialisation de la production des rumeurs. Peut-être avez-vous entendu parler de ce cas lors de la campagne électorale américaine. Des journalistes du média BuzzFeed se sont rendus compte qu'un nombre important de fake news pro-Trump émanait de sites qui étaient hébergés en Europe de l'Est, plus particulièrement en Macédoine. Ils se sont demandé, mais pourquoi des centaines de sites en Macédoine se mettent à produire des informations, des fake news pro-Trump, anti-Clinton? Eux, intuitivement, ils se sont dit, l'équipe de campagne du candidat a payé des réseaux en Europe de l'Est pour produire ces fausses nouvelles. Ils se sont rendus sur place et ils se sont rendus compte que la réalité était tout autre. Ils sont en fait tombés sur des adolescents, 15, 16, 17 ans, qui n'avaient aucun lien avec l'équipe de campagne du candidat républicain. Non seulement ils n'avaient aucun lien avec l'équipe de campagne du candidat républicain, mais en plus leur motivation n'était absolument pas politique, elle était beaucoup plus pragmatique, se faire de l'argent. Ces ados de Macédoine se sont rendus compte que les informations pro-Trump étaient les informations les plus partagées sur Facebook. Ils se sont dit, peut-être qu'on pourrait tirer une partie de ces revenus en inventant des fausses nouvelles sur Trump, en les postant sur Facebook et en faisant venir sur nos sites les internautes américains pour les exposer à de la pub et gagner de l'argent. Pari réussi puisque parmi eux, pour ceux qui se débrouillaient le mieux, ou en tout cas qui étaient le plus productifs, ils pouvaient générer un revenu de 5 000 $ par mois, alors que le revenu moyen mensuel en Macédoine est inférieur à 400 €. Donc vous voyez bien que le problème des fausses nouvelles sur Internet, c'est aussi un problème économique. Mais ce n'est pas qu'un problème économique. Parce qu'après tout, pour générer autant de revenus, il faut qu'il y ait des gens pour la partager, ces informations.
Et ces gens sont très nombreux. La vraie question à se poser, c'est mais pourquoi les gens partagent des fausses informations? Pourquoi les gens partagent des rumeurs? Alors vous me direz, mais peut-être qu'Internet nous rend bêtes, nous rend stupides, crédules, au point de partager n'importe quoi. La réalité, elle est un petit peu plus complexe. Les études de psychologie qui s'intéressent à la rumeur ont montré que les gens qui partagent les rumeurs peuvent en fait avoir une distance critique par rapport à leur contenu. Ce n'est pas tellement que les gens y croient, c'est plutôt qu'ils adhèrent à la vision du monde qui est portée par cette rumeur. Et de quoi elles nous parlent, les rumeurs aujourd'hui, celles dont je vous ai parlé tout de suite? Elles nous parlent de la trahison des élus, elles nous parlent de la confiscation de la parole par les médias de masse, elles nous parlent d'un certain nombre d'angoisses liées à la mondialisation. On voit bien ce qu'il y a derrière les fake news. C'est un problème qui est bien plus profond, qui est un sentiment d'exclusion, d'une part de plus en plus importante de la société, de l'espace commun, de l'espace public, de l'espace médiatique. Et ce sentiment d'exclusion, il se traduit par une défiance de plus en plus importante vis-à-vis des élites politiques et intellectuelles dans notre pays. Ce qu'a fait Internet depuis le début des années 2000, c'est justement permettre à ces exclus de l'espace médiatique de pouvoir faire entendre leur voix, de pouvoir diffuser leurs arguments dans le débat public. Alors certes, cette irruption ne se fait pas toujours de manière très polie ou très courtoise, elle n'est pas très agréable, mais au moins, elle a le mérite de nous forcer à regarder la réalité en face. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société particulièrement pluraliste. Et quand je vous parle de pluralisme, je ne vous parle pas de pluralisme des opinions, je vous parle d'un pluralisme des valeurs, d'un pluralisme des manières de voir, des manières de concevoir la vie en société. L'enjeu pour les années à venir va donc être de réussir à construire des espaces de débat communs qui respectent ce pluralisme, c'est-à-dire qui respectent le principe d'égalité absolue et inconditionnelle de tous les citoyens à prendre la parole et à faire entendre leur voix, mais dans le même temps des espaces de débat qui permettent de faire entrer en discussion des gens qui partagent des valeurs et des manières de voir le monde complètement différentes. Alors comment on s'y prend? Peut-être, au final, que nous avons chacun notre vérité. Peut-être que nous ne pouvons pas comparer des valeurs. Par contre, les critères à partir desquels nous distinguons le vrai du faux, le juste de l'injuste, le souhaitable du non souhaitable, eux, peuvent être comparés. Dans le cadre des fake news, c'est ce qu'ont compris un certain nombre de journalistes qui se sont lancés dans des initiatives de fact-checking. Leur logique, c'est de dire, nous allons vérifier les rumeurs sur les réseaux sociaux, mais nous n'allons pas juger les informations en fonction de ce qu'elles disent. Nous allons les juger en fonction de la méthode à partir de laquelle elles ont été produites, ces informations. Est-ce qu'elles respectent les principes de base du journalisme? Recouper ses sources, avancer ses propos sur des preuves, séparer les faits des commentaires. Alors certes, pour les médias, la posture est un peu délicate, d'être à la fois jugé parti, jugé des concurrents sur ce marché de l'information. Mais la posture, elle, qui est de dire nous pouvons comparer les producteurs d'information en fonction de la méthode qu'ils suivent, elle est pertinente. Alors non, ne censurons pas les fake news, parce que dans ce cas-là, la solution pourrait être bien pire que le problème. Non, apprenons plutôt à vivre dans une société de porte-voix où chacun peut faire entendre sa voix. Apprenons à débattre dans un espace public pluraliste. Apprenons aux enfants, aux adolescents, à s'informer et à évaluer la qualité de l'information à partir de la méthode qu'a suivie son producteur. Et puis, adoptons également une posture combative. Arrêtons de laisser le web et les réseaux sociaux aux voies les plus rétrogrades. C'est ce qu'ont compris notamment un certain nombre d'associations ou d'organisations de la société civile qui, aujourd'hui, proposent des plateformes de contre-discours. Si vous êtes sur un réseau social et que vous tombez
sur des informations homophobes, racistes, antisémites, misogynes. Vous pouvez vous rendre sur ces plateformes pour essayer de trouver des contre-arguments et aller les poster sur les réseaux sociaux. L'enjeu n'est pas de convaincre celui qui est en face. Spoiler, vous n'y arriverez pas. Non, l'enjeu c'est d'occuper le terrain, de montrer que d'autres voix peuvent se faire entendre. Vous voyez, ce qui s'annonce pour les prochaines années, c'est une véritable guerre de l'information. Et dans cette guerre de l'information, nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Merci.